Nous nous rendons aux États-Unis pour notre affaire, dans la ville de Binghamton. La ville se trouve à 3 heures de route de New York, à presque 4 heures de la frontière canadienne, dans le nord-est des États-Unis. Haley Anderson est née le 9 mai 1995 dans le petit village de Westbury, sur Long Island. Elle est la fille de Karen et de Gordon Anderson. Elle a une sœur aînée qui se nomme Madeline. La jeune femme est décrite comme étant chaleureuse, amicale et pleine de vie. Elle est drôle et parvient toujours à détendre l'atmosphère. C'était le genre d'ami qu'on voulait tous avoir étant plus jeune. Une personne sur qui tu peux compter et qui dégage de bonnes vibrations. Donc comme je le disais, c'était facile pour elle de se faire des amis. C'était une personne très agréable. Elle a également de nombreux passe-temps, notamment la musique. Haley est d'un tempérament travailleur et son parcours à l'école est brillant. Après l'obtention de son diplôme au lycée, Haley décide de poursuivre ses études. Elle envisage de devenir infirmière et pour ça, elle choisit l'université de Binghamton à New York. Au moment de notre histoire, Haley a 22 ans et elle est dans sa dernière année d'études. À ce moment précis, elle est en colocation avec plusieurs étudiants. En parallèle de son cursus universitaire, elle a un emploi dans un café pour payer ses études. Haley est investie dans ce qu'elle fait et elle ne compte pas ses heures. La jeune femme est sur le point de toucher son rêve du bout des doigts. Elle était remplie d'ambition. Le 8 mars 2018, Haley et ses colocataires passent une belle soirée tous ensemble. Ils ont sorti des jeux de société et quelques bières afin de pimenter tout ça. La soirée se termine sous les coups de 4 heures du matin et tout le monde rentre dans sa chambre, un peu éclaté, un peu dans un état second. Quelques heures après, Josie Artin se réveille. Josie remarque l'absence de Haley, mais elle n'est pas plus préoccupée par la situation. Chacun a sa manière de passer le temps un lendemain de soirée arrosée, donc pour elle, il n'y avait rien à signaler. Le groupe d'amis doit se retrouver un peu plus tard dans un bar. La journée défile sans plus de nouvelles de Haley. Alors que l'heure de se retrouver approche, la jeune femme ne se manifeste pas. C'est à ce moment-ci que Josie Artin a compris que l'absence de Haley était très inquiétante. Elle commençait à paniquer. Ça ne ressemblait pas à Haley, ce genre de comportement. Jamais elle ne laisserait ses amis sans nouvelles. Ce n'était pas elle. Elle n'a répondu à aucun message que Josie lui a envoyé. D'ailleurs, elle n'a rien posté sur les réseaux sociaux de la journée aussi. Son appel demeure également sans réponse, elle ne répondait pas. Josie et ses amis discutent de ce qui est en train de se passer. Un autre colocataire de Haley émet une idée. Ils peuvent géolocaliser le portable de la jeune femme via l'application Find My Friend, qui veut littéralement dire « retrouve mes amis ». L'iPhone de Haley est détecté du côté de Oak Street. Quand elle apprend ça, Josie ne souhaite pas attendre. Elle se rend directement sur place accompagnée de Michela Topali. Il s'agit ici d'une autre colocataire d'Haley. Les deux étudiantes découvrent que le portable de leur ami se trouve au niveau du domicile d'Orlando Tercero. Elles le connaissent tout comme Haley le connaissait. Cette dernière entretient une relation assez tumultueuse avec le jeune homme depuis un certain temps. S'ils sont amis depuis 2 ans et ont déjà eu l'occasion de sortir tous les deux, Orlando est connu pour avoir une certaine attirance envers la jeune femme. Pendant un temps, la relation amicale a évolué. Mais Haley désirait que ça redevienne une simple amitié. Mais comme vous devez le deviner, le jeune homme n'était pas du tout du même avis. Orlando Enrique est né à Miami, en Floride, en 1995. Il a passé une grande partie de sa vie au Nicaragua, entouré de ses parents et de sa sœur. Il a la nationalité américano-nicaraguayenne. Le père d'Orlando décède alors que ce dernier n'a que 17 ans. Devenu un jeune homme, il souhaite suivre ses études aux États-Unis, et plus précisément à New York. Il entre à l'université de Binghamton dans le cursus réservé aux futurs infirmiers. Voilà pour la petite présentation d'Orlando. Reprenons le fil de l'histoire. Donc comme je le disais, Haley Anderson a disparu et la police va être informée de tout ça. Elle a été prévenue par la sœur d'Orlando qui s'inquiétait suite à l'envoi d'un message de ce dernier. Des agents ont été envoyés dans le but de réaliser un contrôle de bien-être. Mais personne ne répond quand il sonne à la porte. Mais ça ne les inquiétait pas plus que ça. La voiture d'Orlando n'est pas garée devant la maison. L'homme est absent, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les agents repartent. Entre-temps, Josie et Michela sont certaines qu'il est arrivé quelque chose à leur ami. Haley ne répond toujours pas. Ce n'était pas normal. Elles vont s'introduire dans l'appartement du jeune homme par le biais d'une fenêtre. Les deux amies font alors une macabre découverte dans le lit d'Orlando. Haley est sur le lit inconsciente avec des marques au cou et au bras. Elle était là, allongée, et ne respirait plus. Suite à cette découverte, la police est appelée immédiatement. Pour la deuxième fois en l'espace de quelques heures, des agents se rendent au domicile d'Orlando Tercero. Il n'est plus question du bien-être du jeune homme, mais bien de savoir où il se trouve.
L'examen de la jeune femme, assuré par le pathologiste James Terzian, permet de déterminer rapidement la cause de la mort. L'étudiante infirmière a été étranglée manuellement et le collier qu'elle portait a participé à lui comprimer la gorge. Les ecchymoses visibles sur ses bras prouvent qu'elle a tenté de se défendre tant bien que mal. Son assaillant avait malheureusement le dessus. Elle n'a rien pu faire. La mort a eu lieu tôt le matin du 9 mars. C'était dans les heures qui ont suivi la soirée avec ses colocataires. Ici, il s'agit clairement d'un meurtre. Une enquête est ouverte par la police. Les premières investigations sont lancées. La zone est relativement bien sécurisée avec plusieurs caméras de surveillance. Les caméras de surveillance permettent de voir que Haley et Orlando sont entrés ensemble chez le jeune homme. Dans les heures suivantes, on aperçoit Orlando qui va quitter son domicile. Il vide ses ordures et se rend dans une pharmacie de proximité. Là-bas, il achète des somnifères avant de rentrer chez lui. La maison du suspect est fouillée et les agents découvrent au sous-sol un crochet ainsi qu'une corde. Un mystérieux message sur un carnet a été griffonné, comme une sorte de message d'adieu écrit par Orlando lui-même. « Je suis vraiment désolé. Je me suis jamais senti capable de faire ça. Père, à bientôt. » Le père du jeune homme est malheureusement mort 5 ans auparavant. Orlando projetait de mettre fin à ses jours, et aussi sûrement d'avouer ce qu'il vient de faire à Haley. Les autorités supposent qu'il est tombé ou que la corde n'était pas assez solide pour qu'il se pende. L'homme va quitter plusieurs heures plus tard son domicile avec une valise. Il se rend à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy pour fuir le pays, direction le Nicaragua. L'étudiant infirmier a de la famille dans le pays, dont sa mère. Le jeune homme a la double nationalité, américaine et nicaraguayenne. Il sait très bien qu'il sera très difficile pour la justice américaine de le faire sortir de ce pays. La relation entre Haley Anderson et Orlando Tercero est éclaircie. Les deux étudiants infirmiers sont brièvement sortis ensemble pendant 1 an, avant que la jeune femme ne décide de mettre un terme à la relation. Orlando était très impliqué dans cette histoire amoureuse, mais l'étudiante la voyait autrement. La jeune femme est intéressée par ses études et ne souhaite pas s'impliquer sur autre chose. Pour elle, ce n'était pas le moment de rentrer dans une relation. Elle travaille très dur depuis plusieurs années dans le but d'obtenir son diplôme, ce qui sera le cas d'ici les prochains mois. Haley préfère qu'Orlando et elle restent amis, mais ils n'ont jamais cessé d'être proches l'un et l'autre. Cette proximité s'explique également dans le fait qu'ils suivent les mêmes études. Un incident a eu lieu 6 mois avant que la jeune femme ne soit tuée, le 15 septembre 2017 plus précisément. Haley se trouvait à une fête et Orlando est venu vers elle. Soit il se trouvait déjà sur place, soit il est venu directement à la rencontre de la jeune femme en découvrant qu'elle s'y trouvait. L'étudiant a hurlé sur Haley en apprenant qu'elle s'était remise en couple avec son ex-petit ami, nommé Kevin Ocampo. Orlando ne comprenait pas que la jeune femme se mette avec quelqu'un alors que lui-même espérait une relation sérieuse et qu'elle le savait. Haley lui a fait part une nouvelle fois qu'elle ne voulait pas une relation amoureuse avec lui. Juste amicale, c'est tout ce qu'elle pouvait lui donner. Haley et son petit ami ont dormi chez elle, le soir de cette fameuse fête. Le lendemain matin, quand Kevin Ocampo est parti, il a vu que la voiture de la jeune femme avait les pneus crevés, ce qui n'était pas le cas la veille. Haley a directement pensé que cet acte venait d'Orlando, donc elle a directement appelé la police. Les dégâts occasionnés étaient de plus de 600$. Donc autant te dire que quand t'es étudiant, c'est plutôt très galère. 600$ dans les dents quand t'es étudiant, ça fait mal. La police fait comprendre à la jeune femme que ça pourrait entraîner des charges criminelles et par la suite l'exclusion d'Orlando de l'université. Les deux jeunes gens vont alors trouver un arrangement. Si Orlando prend en charge le remplacement des pneus, Haley ne portera pas plainte contre lui. Donc l'affaire semble se régler, puis ils en restent là. Les amis d'Haley rapportent à la police qu'Orlando était toujours oppressant envers Haley. Il la contactait par téléphone régulièrement et il la stalkait jusqu'à chez elle. Autant dire que le mec était ultra toxique. Et le pire, c'est qu'elle était trop gentille, la pauvre. Et elle gardait contact avec lui. Donc derrière, faut s'imaginer à quel point il devait être insistant. C'est ce genre de pot de colle que t'as envie de dégager de ta vie, mais t'y arrives pas. Il est là et il veut pas lâcher l'affaire. Donc c'était un peu ça Orlando, ce genre de personne toxique qui ne veut pas lâcher. Et concernant Haley, elle était encore attachée à lui et ne se voyait pas le remballer, même si elle se trouvait dans une autre relation. Orlando Tercero devient officiellement le principal suspect le 11 mars dans le meurtre de Haley Anderson par le département de police de Binghamton. La procédure pour mettre en place un mandat d'arrêt à l'encontre du jeune homme est compliquée, mais elle est enclenchée. Le bureau du procureur du comté de Brome, où le crime a eu lieu, doit obtenir un acte d'accusation établi par un grand jury.
Cette demande doit être acceptée avant que le mandat d'arrêt puisse être émis. Ce mandat doit être par la suite remis au département d'État du pays afin qu'il fasse une demande d'extradition au gouvernement du Nicaragua. À ce stade, je n'imagine même pas l'enfer que ça doit être pour les proches d'Alay. La jeune femme est décédée et le principal suspect s'est enfui. Le 12 mars, l'université de Binghamton décide d'annuler les cours du cursus de soins infirmiers pour la journée, suite au décès de Alay. L'étudiante ainsi que le principal suspect dans l'enquête suivaient tous les deux ces cours. Le président de l'université et quelques personnes vont prendre la parole suite à ce qui est arrivé. Ils expriment leur douleur face à la perte d'une brillante étudiante. Ils vont présenter leurs condoléances à sa famille et à ses amis. Le 13 mars, Orlando Tercero est interpellé au Nicaragua à l'hôpital de Léon. Le jeune homme était dans un état de santé préoccupant en arrivant dans le pays, suite à sa tentative de mettre fin à ses jours. Il a été placé dans un institut psychiatrique dès le 9 mars. L'homme est conduit à Managua, la capitale du pays, suite à son arrestation. Il est détenu à la direction de l'assistant judiciaire en attendant une éventuelle procédure d'extradition. Le 17 mars, le comté de Brome accuse Orlando de meurtre au 2e degré, donc un meurtre sans préméditation. Le jeune homme encourt la prison à vie. La justice du Nicaragua refuse la demande des États-Unis. Orlando Tercero ayant la double nationalité, elle n'a aucune obligation d'y répondre. Le jeune homme demeure incarcéré au Nicaragua et un jugement sera rendu dans le pays. Maintenant, je vais vous raconter la reconstitution des enquêteurs suite aux investigations. Ça nous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé. Après sa soirée avec ses colocataires, Alay n'est pas allé dormir. La jeune femme a certainement attendu que ses amis soient endormis avant de quitter la maison et de se rendre chez Orlando. La relation entre les deux était trouble. Même si Alay souhaitait qu'ils restent amis, elle restait très attachée à Orlando. Ils suivent le même cursus d'études et sont amenés à se croiser tous les jours. Il est relativement difficile de tirer un trait sur leur passé commun. C'est à ce moment-là que les caméras de vidéosurveillance capturent les deux jeunes gens entrant au domicile d'Orlando. Alay va s'endormir chez Orlando. Elle est fatiguée et l'alcool l'assomme. Le jeune homme n'a pas envie de dormir. Une sombre idée a germé dans son esprit. Il profite du sommeil de son invité pour s'en prendre à elle et l'étrangler à mort. Le jeune homme souhaitait être son petit ami officiel, ce que l'étudiante refusait. Alay s'était déjà remise en couple avec un ex suite à leur histoire, et lui, il ne voulait pas que ça recommence. La relation entre Alay et Kevin Ocampo ne semble plus d'actualité, et il avait peur que la jeune femme lui échappe à nouveau. Donc oui, ce jeune homme de 22 ans a décidé de tuer son ex-petit ami durant la nuit. Il n'a pas accepté que Alay passe à autre chose sur le plan amoureux. Il voulait la garder pour lui et lui seul. Si elle pensait pouvoir maintenir une amitié avec Orlando, ce n'était pas du tout ce que lui voulait. Ici, on est encore face à un homme qui refuse de prendre en compte le souhait d'une femme. Et sérieux, je trouve ça malheureux. Ça devrait pas aller aussi loin. Normalement, tu respectes son choix et tu passes à autre chose. Par la suite, les policiers se sont appuyés sur les caméras de surveillance du secteur. On aperçoit Orlando acheter des somnifères à la pharmacie, dans le but de pouvoir s'endormir suite à son crime. Le jeune homme se sentait mal suite à son geste, et il a voulu mettre fin à ses jours dans son sous-sol. Orlando va écrire quelques mots sur un petit carnet qui sera retrouvé chez lui. Muni d'une corde qu'il attache à un crochet, il tente de se pendre. Mais ça ne se passera pas du tout comme il l'avait prévu. Il se blesse pendant le processus, mais demeure chez lui jusqu'à ce qu'il décide à prendre le large et fuir. L'étudiant met quelques affaires dans une valise et quitte sa maison. C'est à l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy de New York que l'on trouve la dernière trace d'Orlando sur le sol américain. Il avait également écrit à sa sœur un message inquiétant, ayant conduit à ce qu'elle contacte la police. L'étudiant lui indiquait qu'il avait fait quelque chose de mal et qu'il était la honte de la famille. Les autorités supposent que la dispute entre Alay et Orlando a été un point culminant 6 mois avant les faits. La dégradation du véhicule de l'étudiante n'était qu'une première étape. La rage est montée en lui tout au long des mois qui ont précédé la mort d'Alay. Son obsession était toujours là, et la jeune femme avait du mal à trouver la tranquillité. Orlando comparaît devant un tribunal au Nicaragua en octobre 2019. Juste après que les autorités du pays aient estimé avoir assez d'éléments pour un procès. Il est accusé de féminicide, acte pour lequel il encourt une peine d'incarcération allant de 25 à 30 ans. Le processus au tribunal nicaraguayen est différent par rapport à un procès aux États-Unis. Là-bas, il n'y a pas de juré. Seul un juge écoute les différents parties.
Accusation, défense et par la suite, il donne son jugement. Concernant l'accusé, il n'a aucune obligation de s'exprimer et même de se défendre. La défense va assurer que l'accusé ne se souvient de rien concernant la nuit des faits. Il a énormément bu et se sentait comme fou. Elle fait d'ailleurs intervenir pour seul témoin un psychiatre, afin que l'on comprenne l'état dans lequel se trouvait Orlando Tercero. Le docteur Ronald Lopez Aguilar se présente face à la juge Fabiola qui préside l'audience. Il a eu l'occasion d'examiner l'accusé depuis qu'il est incarcéré. Orlando lui a parlé du fait qu'il a consommé de l'alcool. Et quand il s'est réveillé, Haley Anderson était morte. Apparemment, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Le docteur n'est cependant pas en mesure de décrire l'état d'esprit de l'accusé la nuit du crime. Les représentants d'Orlando Tercero appuient sur le fait qu'il n'était pas connu comme un homme violent et avait peut-être été provoqué. Je trouve ça un peu spécial ici comme argument. C'est pas parce que t'es calme qu'un jour tu ne peux pas devenir violent. C'est un peu facile de dire ça, je trouve. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires. Maintenant, c'est au tour de l'accusation de s'exprimer. La plupart des acteurs de l'enquête se trouvant aux États-Unis, leurs témoignages interviennent par visioconférence devant le tribunal. Ils sont entendus dans une salle du tribunal de Binghamton et un traducteur les assiste. Le docteur Terzian, le praticien ayant réalisé les constatations sur le corps de Haley Anderson, décrit de quelle manière la mort a eu lieu. La victime est décédée par asphyxie suite à un étranglement. Le collier qu'elle portait a également joué un rôle dans le processus malgré lui. La jeune femme était probablement en train de dormir quand ça s'est produit. Les ecchymoses présentes sur ses bras prouvent qu'elle a tenté de se défendre, mais en vain. Des amis de Haley témoignent également de ce qu'ils savaient de l'accusé peu avant le drame. Ils soulèvent le côté obsessionnel de l'étudiant infirmier, alors que Haley souhaitait que la relation redevienne amicale. Orlando Tercero débarquait à la colocation sans prévenir, en conduisant comme un fou. L'épisode à la fête du 15 septembre 2017, ainsi que ce qui s'ensuivit, sont également évoqués. Si l'accusé n'est pas un homme violent, il se montre oppressant au quotidien pour Haley. Les bandes de vidéosurveillance de l'extérieur de la maison de l'accusé sont visionnées. Le jeune homme est vu entrant en compagnie de Haley, c'est la dernière vision d'elle en vie que les autorités ont pu obtenir. Orlando Tercero est ensuite vu quitter sa maison seul à plusieurs reprises, jusqu'à son départ pour l'aéroport. La juge se retire après avoir entendu les deux parties au tribunal. C'est à elle de trancher sur la responsabilité ou non de l'accusé dans cette affaire. Le processus prendra au total 1h30. L'accusé est reconnu coupable pour féminicide. Il est condamné à une peine de 30 ans en novembre 2019. Il s'agit de la peine maximale pour un féminicide. La juge a reconnu que l'accusé refusait de prendre en compte les désirs de la jeune femme, la punissant pour l'avoir rejeté. Elle déclare lors de son verdict que toutes les femmes ont le droit de vivre. Orlando Tercero fera appel à sa condamnation. 3 magistrats du pays prennent en compte et étudient la demande. L'ivresse du jeune homme au moment des faits est remise sur le tapis. La défense de l'ancien étudiant infirmier prend en compte qu'il est accusé de meurtre au second degré aux États-Unis pour le crime. S'il avait été jugé là-bas, l'accusé aurait pu recevoir une peine de prison moins importante que les 30 ans attribués lors de son procès. Le motif pour féminicide a clairement joué en sa défaveur. Elle souhaite faire intervenir un nouveau psychiatre pour faire expertiser le jeune homme. La demande sera rejetée en mars 2020. Aucun psychiatre sera mandaté pour intercéder en faveur de la défense. La peine de 30 ans est confirmée. Et c'est mérité. Ouais, je le dis et je le pense, c'est mérité. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. 30 ans c'est trop pour vous, ou il aurait dû avoir plus ou moins, enfin, j'ai envie de savoir. Moi je trouve que tuer son ex-petit ami c'est impardonnable. Il lui a pourri la vie jusqu'à lui arracher la vie. Enfin c'est absurde. Orlando Tercero doit purger sa peine et ne bénéficie d'aucune remise. La justice américaine se dit satisfaite de la procédure mise en place au Nicaragua. Au final, il a voulu fuir les États-Unis pour le Nicaragua et il a pris encore plus cher dans son deuxième pays. J'ai envie de dire, bien fait, on n'échappe pas à la justice. Si tu pensais avoir une peine moins lourde en fuyant, bah c'est raté. Et c'est tant mieux. Il y en a certains qui me disent, tu juges un peu trop de Mogo des fois. Et je vous rappelle qu'on parle d'un meurtre. Enfin, je sais pas, moi ça me met hors de moi. Je peux pas m'empêcher d'avoir la... Enfin bref, je vais me calmer. La justice américaine se réserve le droit d'arrêter l'homme s'il revient sur son sol afin de le juger pour homicide au 2e degré. Karen et Gordon Anderson s'expriment suite au verdict du tribunal nicaraguayen. La mère de Harley va dire les choses suivantes. « Merci beaucoup de ne pas avoir accepté son appel. Je n'ai vu aucun remords de sa part. J'ai seulement constaté qu'il regrettait de ne pas pouvoir réduire sa peine.
Malheureusement, je ne pense pas qu'une peine de 30 ans soit suffisante, mais j'apprécie tout le travail que vous avez fait pour le condamner avec toute la rigueur de la loi. Il remercie la justice du Nicaragua d'avoir agi en faveur de leur fille. Le meurtrier a eu la peine qu'il mérite et ils sont très reconnaissants. Néanmoins, ils auraient certainement voulu faire face à ce meurtrier qui a ôté la vie de leur fille. Ils avaient probablement envie de l'entendre donner des raisons suite à son geste, ou au moins parler de ce qu'il avait ressenti en découvrant le corps de celle dont il était obsédé. Orlando Tercero était jaloux, et plutôt que de laisser la jeune femme partir, il a mis un terme à sa vie. La disparition de Haley choque bien au-delà de sa famille et de son entourage proche. Des personnes qu'elle a pu côtoyer dans son parcours scolaire sont choquées de savoir quel sort l'étudiante infirmière a subi. Les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux, prouvant à quel point la jeune femme était appréciée. Et c'est ce que désirent ses parents, que l'on se souvienne de Haley comme une personne heureuse et compatissante, qui savait rire et passer du bon temps en parallèle de ses études. Tout le monde la voyait comme une personne qui aurait touché énormément de monde si elle était encore en vie. Eh bien, c'est la fin de notre terrible histoire. Et comme vous venez de le voir, cette affaire est tellement triste. Une fois de plus, on fait face au décès d'une étudiante au parcours incroyable. Malheureusement, c'est pas la première fois que je traite ce genre d'affaires. Ces dernières années, il y en a beaucoup trop, je trouve. Et c'est ça qui est le plus flippant finalement. Les gens sont capables du pire et ne s'arrêtent jamais. Personne n'apprend des erreurs des autres. T'as beau voir des dizaines et des dizaines de faits divers, ça recommence, malheureusement. Mais encore une fois, ça me tenait à cœur de rendre hommage à cette pauvre femme. Pour moi, c'est important de lutter contre ces crimes féminicides. Faut pas hésiter à en parler pour qu'un jour, ça puisse cesser. Haley avait une belle âme et elle approchait de la fin de son cursus d'études. La jeune femme était sur le point de devenir infirmière. C'est ce qui l'animait depuis plusieurs années. L'étudiante avait fait de nombreuses rencontres, forgé des amitiés et vivait même en colocation avec plusieurs amis. Elle était appréciée de tous. Mais c'est en réalité sur le plan amoureux que la jeune femme a rencontré des périodes complexes. Orlando Tercero est tombé amoureux d'elle, sentiment qui a viré à l'obsession progressivement. Haley ne voulait pas d'une relation sérieuse avec lui, et dès qu'elle lui en a fait part, c'était fini. Si le meurtrier n'avait pas projeté d'en devenir un, une tragédie était à prévoir d'une manière ou d'une autre. Il est sans contexte que ce n'est pas l'amour qui a motivé un tel geste, mais la jalousie mêlée à la rage, celle d'un homme qui ne voulait pas qu'on lui dise non. J'attends vos retours concernant cette affaire en commentaire et ce que vous en avez pensé. L'affaire qui va suivre, j'en ai jamais traité de la sorte. Ce qu'on s'apprête à voir est complètement surréaliste. On est sur quelque chose de très malsain. Des vies ont été gâchées et des meurtres ont été commis. Enfin bref, vous allez vite comprendre tout le long de l'histoire. En direction les États-Unis pour l'affaire Steven Plaidel. Accrochez-vous bien chers amis, car ici on fait face à une véritable pourriture. Immersion dans cette affaire horrible. Banks. Bonjour, quelle est votre urgence ? Bonjour, mon fils vient de m'appeler. Il m'a dit qu'il a tué son bébé. Il a tué sa femme et il a tué son père. Je ne peux pas croire Je ne peux pas croire ce qui est en train d'arriver. Voici l'appel de la mère de Steven Plaidel à la police. La grand-mère du bébé, Bennett, est anéantie par ce qu'elle vient d'apprendre. Et pourtant, si on revient en arrière, tout allait pour le mieux avec une belle histoire. Katie Fusco, jeune fille adoptée en quête d'identité, souhaite retrouver ses parents biologiques pour apprendre à les connaître et passer du temps avec eux. Avec l'aide des réseaux sociaux et à force de persévérance, elle va finir par les retrouver. Elle découvre que ses parents biologiques sont toujours ensemble et qu'ils ont 2 enfants. Quand elle voit tout ça, elle explose de joie. Elle n'est plus tout seule. Elle n'est plus seule au monde. Elle a 2 sœurs biologiques. Donc ici, on a beaucoup de bonheur lié aux retrouvailles et ça fait plaisir de voir tout ça. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. Commençons par le commencement. Steven Plaidel et Alyssa Garcia se sont connus en 1995 via Internet. Il avait 20 ans et elle avait seulement 15 ans. Déjà, ça commence très mal. 5 ans de différence. C'est encore un enfant. Elle a seulement 15 ans. Enfin bref. Malgré la différence d'âge, contre toute attente, les jours, les semaines et les mois passent. La relation devient vite sérieuse, au point que dès leur rencontre, ils décident d'emménager ensemble dans la ville de Houston, au Texas. Le couple ne vit pas forcément le parfait amour, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les disputes sont fréquentes et ça ne va pas très fort entre eux. Malgré ça, le 29 novembre 1998, Alyssa donne naissance à leur premier enfant, une petite Denise. Si Alyssa pensait que la naissance de Denise allait apaiser les tensions dans le couple, elle se trompait lourdement, mais très lourdement. Steven n'a pas l'air d'être attendri par l'enfant. Au contraire, on ajoute à ça des problèmes financiers encore plus importants depuis l'arrivée du bébé.
que des problèmes qui s'ajoutent de plus en plus. En plus de ça, Alyssa soupçonne Steven de maltraiter le bébé. Il l'a pincé, lui donnait des coups au point de lui laisser des marques sur son petit corps. Parfois, quand il était énervé, il allait même jusqu'à la secouer fortement dans tous les sens. Il n'était pas du tout un père aimant. Alyssa se rendait compte de jour en jour qu'il était mauvais, qu'il montrait son véritable visage. Quand je vous dis que c'est une pourriture, j'abuse pas, c'était une véritable merde. Secouer un bébé, c'est hyper dangereux, bordel. Le pincer, lui mettre des coups, qu'est-ce qui va se passer dans ta petite tête? Je vais me calmer, sinon je vais m'emporter. Même si c'est difficile. Reprenons. Alyssa racontera également que quelquefois, lorsque Denise pleurait, il la mettait dans une glacière jusqu'à ce qu'elle s'arrête de pleurer. Si elle voulait intervenir, il devenait menaçant et ne la laissait pas reprendre sa fille. Alyssa avait constamment peur qu'elle s'étouffe à l'intérieur. Et tu m'étonnes, c'est inhumain de faire ça, sérieux. Pauvre enfant, c'est d'une tristesse infinie. Quand Denise a eu 8 mois, Alyssa a réussi à convaincre Steven à mettre la petite à l'adoption. C'est la décision la plus sage qu'il puisse prendre à ce moment-là pour l'enfant. Qui sait ce que son père aurait pu lui faire? Mais la raison principale restait l'aspect économique. Ils avaient beaucoup de mal à assumer cet enfant et ça les arrangeait comme ça. Ils pensaient qu'une famille plus riche pourrait mieux s'occuper d'elle et lui offrir un meilleur avenir. Alyssa aura un autre discours plus tard et avouera n'avoir rien dit au moment de l'adoption. L'adoption a été choisie parce que j'étais inquiète pour la sécurité de la petite. Elle pleurait et instantanément ça le gênait et il s'énervait. Denise fut donc adoptée par Anthony et Kelly Fusco. Ces derniers changèrent le prénom de Denise par Katie et déménagèrent à New York où la petite Katie va grandir avec une sœur. Elle ne se trouvait pas loin de ses parents biologiques, qui eux aussi avaient déménagé à environ 130 km de New York, mais sans savoir que Katie se trouvait là. Katie est décrite par son entourage comme une jeune fille avec des talents artistiques. Elle aimait beaucoup la peinture, le dessin, et elle jouait aussi d'un instrument, la trompette. Mais ce que Katie adorait faire par-dessus tout, c'était dessiner des petites histoires animées. Elle passait des heures à créer de petites histoires en les mettant sur papier. En parallèle, elle décide de faire ses études dans la publicité digitale, ce qui lui permettra d'explorer son côté créatif selon elle. Elle finit donc le lycée et s'apprête à entrer à l'université quand tout d'un coup, elle est prise d'une crise identitaire par rapport à ses parents biologiques. Elle souhaite se connaître et savoir d'où elle vient. Ce qu'elle devait vivre à ce moment-là, ça devait être terrible. Ne pas savoir qui sont tes parents, l'impression d'avoir été abandonnée, d'être seule au monde. Faut vraiment avoir une force mentale hors norme pour traverser tout ça, je trouve. Donc respect à elle. Bref, avec entêtement et détermination, elle use de tous les moyens et ce sera finalement grâce aux réseaux sociaux qu'elle va retrouver sa mère en 2016. À ce moment-là, elle a tout juste 18 ans. C'est elle qui envoie le premier message à Alyssa lui expliquant qui elle est. Ensuite, sa mère lui répond et ils commencent à discuter ensemble. Au fil des conversations, elle découvre que ses parents sont toujours ensemble, qu'ils ont déménagé à 130 km de chez elle et qu'ils ont 2 autres filles. Elle discute aussi avec son père biologique, Steven. Les 2 parents lui expliquent pourquoi ils l'ont mise à l'adoption et que 10 ans après, ils se sentaient enfin prêts économiquement et moralement pour la recevoir. La relation du couple était plus stable pour s'occuper de nouveaux enfants et cette fois-ci de s'en occuper. Ils lui disent aussi qu'ils ont déménagé en Virginie. Bref, ce sont de belles retrouvailles. Katie est aux anges et elle a l'impression d'avoir retrouvé une famille, de ce qu'il y a de plus normal. Donc suite à ça, elle prend la décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle décide de prendre une année sabbatique et en août 2016, elle part vivre avec ses parents biologiques. Les parents adoptifs Anthony et Kelly ne s'opposeront pas à ce choix. Pour eux, elle était assez âgée et totalement en droit de prendre cette décision. Et même au contraire, ils souhaitaient que leur fille rattrape le temps perdu avec ses parents biologiques. Ils disaient que ça pouvait être que bénéfique à son développement personnel. Et si ça faisait du bien à Katie, alors il la soutiendrait quoi qu'il arrive. Jusqu'ici, franchement, c'est beau. Elle retrouve ses parents, ils sont tous heureux et elle va même retourner chez eux. L'avenir semble beaucoup plus rose. Mais si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est que ça va pas du tout se passer comme prévu, malheureusement. Quand Katie arrive chez ses parents biologiques, la famille ne semble pas si heureuse que ça. Le couple se dispute souvent et très fort. Ils font chambre à part et ils évoquent souvent le divorce. Bref, c'est pas du tout rose chez eux. Et c'est loin de ce qu'imaginaient leur fille. Ses parents s'évitaient constamment dans la maison pour ne pas se disputer devant elle. Mais la tension était palpable. Katie apporte toutefois un peu de calme, mais malheureusement, ce sera de courte durée. Pendant cette période, Alyssa remarque que Steven commence à changer petit à petit. Il change de look vestimentaire, il se coupe les cheveux autrement, il se rase la barbe, chose qu'il n'avait jamais fait pendant des années. Avant, il refusait catégoriquement de le faire. Il commence à faire du sport, enfin plein de choses qui n'étaient pas du tout à son habitude. Alyssa se pose donc des questions quant à son mari et soupçonne qu'il a une maîtresse. Et l'avenir lui donnera raison, mais elle est loin de s'imaginer ce qui va suivre. Et j'étais moi-même loin d'imaginer ce qui allait suivre. Quelque chose de très sombre se prépare et on va le découvrir.
Une semaine après l'arrivée de Katie, Alyssa se lève pour aller aux toilettes en pleine nuit et pour ce faire, elle doit passer devant la chambre de celle-ci. En passant devant la chambre, elle voit que la porte est ouverte. Elle y jette un coup d'œil et que voit-elle? Elle aperçoit son mari allongé à même le sol à côté du lit de sa fille. Elle est très gênée et ne dit rien ce jour-là. Mais quelques jours plus tard, elle se lève à nouveau pour aller aux toilettes. Et cette fois-ci, elle voit Steven dans le lit avec Katie. Je pense que vous commencez à comprendre ce qui est en train de se produire. Oui, c'est très sombre et bien plus que ça, c'est répugnant. Ta propre fille, bordel. La mère est très en colère et ne comprend pas ce qui se passe. Elle attend donc le lendemain et elle décide de parler à son mari. Steven lui dira que c'est pas grave, qu'il ne s'est rien passé et qu'il dormait avec Katie, parce qu'il s'était rendu compte qu'ils avaient plein de points en commun. Quoi? Qu'est-ce que point en commun? C'est ta fille? Espèce de fou! Enfin bref. Alyssa entend l'explication mais n'est pas convaincue. Elle est persuadée que quelque chose clochait. À cette époque, elle ne se voyait pas interdire Steven et Katie de se parler. Après tout, elle n'avait pas le droit de gâcher la relation père-fille. Les mois passent et le couple Steven-Alyssa se déchire de plus en plus. Ils finissent par divorcer en 2016 et c'est Alyssa qui quitte le domicile conjugal. Les deux sœurs de Katie étaient mineures et il était convenu d'une garde alternée. Elles seront donc une semaine sur deux avec leur père. Quant à Katie, à la grande surprise générale, elle décide de rester avec son père et de vivre avec lui. Alyssa informera Katie de la situation avec son père en lui expliquant les raisons de la séparation. Elle racontera également à Katie les violences physiques et morales qu'elle a subies ainsi que les soupçons qu'elle avait quant à des abus ou agressions éventuelles sur sa dernière fille. Katie semble insensible au discours de sa mère et décidera de rester avec son père. La vie continue, les filles font des allers-retours chez leurs parents chaque semaine et tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, non. C'est ce qu'on peut penser, mais pas du tout. Comme on l'a vu précédemment, le père est très sombre et il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir. 7 mois après le divorce, Alyssa décide de faire un grand ménage dans la chambre de ses filles. Après leur départ pour le domicile de leur père, elle trouve le journal intime d'une de ses filles et tombe sur des pages très troublantes. Écoutez-moi attentivement vous dire ce que la petite fille a écrit dans le journal, c'est très choquant. Mais maintenant elle est enceinte, elle a pris du poids. Mon père appelle aussi son bébé mon bébé. Est-ce qu'il l'a mise enceinte? Mon père a même dit qu'elle était ma belle-mère, putain. Il ne veut même plus que je dise ou que je l'appelle ma sœur. Katie est ma sœur, mais c'est probablement sa femme maintenant. La petite fille ira même jusqu'à douter des sentiments de sa sœur. Katie me dit maintenant quelquefois d'aller me faire foutre. Dans le journal, il y avait aussi des dessins de son père qui ressemblaient à un démon. Et on avait Katie qui était là en train de mettre au monde un petit démon. Cette situation est absolument glauque. On a de pauvres filles victimes d'abus par leur père. Mais plus précisément Katie qui est consciente de tout ça, mais qui se laisse faire sans rien dire. J'ai l'impression que le père met une pression monstrueuse sur leur enfant en leur montrant que tout ce qu'il fait, c'est la norme, que c'est l'amour d'un parent. Les enfants ont l'air de tout de même comprendre, mais ils sont impuissants face à tout ça et ils se laissent faire. Dans cette histoire, Steven Playdell est une véritable pourriture. Comment tu peux faire ça à tes enfants? Ce mec a un sérieux problème. Bref, la situation devenait effrayante pour Alyssa. Elle appelle Steven pour avoir une explication. Steven, tout tranquille, l'air de rien, va reconnaître sans problème qu'il a une relation avec sa fille et qu'il est amoureux d'elle. Alyssa, sous le choc, ira dénoncer le couple incestueux à la police qui ne fera rien du tout. Et c'est là que c'est totalement choquant et absurde. Faites votre travail, bordel. Enquêtez, bon sang, s'il vous plaît. Ils ont une plainte des plus choquantes et eux, ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais où va le monde sérieux? Il faut tout de même rappeler que l'inceste est interdit et sévèrement puni par la loi. Mais lorsque les policiers ont eu l'info, ils n'ont rien fait. Ils auraient dû se déplacer et enquêter, mais non, ils n'ont rien fait du tout. Rester les bras croisés quand t'entends ça, c'est juste impensable. Alyssa arrivera tout de même à hurler au visage de Steven que c'est un malade. Un enfant sans cervelle, un fou, mais rien ne changera, bien au contraire. La relation perdurera, allant jusqu'au mariage le 20 juillet 2017. Un mariage qui normalement est impossible entre père et fille, mais ils vont quand même réussir. Comme ils n'avaient pas le même nom, l'administration n'a pas cherché plus loin. On a même une jolie photo souvenir sur le net de ce jour si merveilleux. Sur cette photo, on peut voir Steven, Katie enceinte, la mère de Steven, donc la grand-mère de Katie devenue sa belle-mère, et les parents adoptifs de Katie. C'est juste un bordel ce qui se passe, et je me suis moi-même perdu, je ne comprends plus rien. Et déjà, comment les parents adoptifs ont pu accepter cette situation? Je comprends pas. Et écoutez bien, ils se défendront en disant qu'ils ne savaient pas quoi faire à ce moment-là. Faites tout et n'importe quoi, mais ne laissez pas votre fille que vous avez adoptée, que vous aimez, se marier avec un homme qui est son père. Wow. Vas-y, continuons. Ils ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas perdre leur fille, donc ils ont accepté la situation par dépit. Ce mariage est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Alyssa, qui retourne voir les autorités. Enfin quelqu'un de lucide. Cette fois-ci, elle était bien décidée à en découdre, mais encore une fois, ça ne va même pas bouger. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Katie accouche d'un petit Bennett en septembre 2017.
premier et unique enfant qu'elle donnera à Steven. Avec cette naissance, les choses se corsent dans le couple. Steven n'était pas un grand travailleur. D'ailleurs, il disait constamment qu'il n'aimait pas travailler. Tout ça va provoquer de gros problèmes financiers qui vont arriver avec le bébé. Quelques mois après la naissance de Bennett, la police se présente au domicile de Steven et Katie et les arrête. Enfin, bordel, enfin vous arrêtez ce couple incestueux. Oh mais non, j'y vais. Bon, j'arrête les conneries. Bref, on continue. Quand ils se sont mariés, Katie et Steven ont joué sur le fait de ne pas avoir le même nom de famille et c'est passé. Il fallait également remplir un formulaire avec les questions suivantes. Avez-vous un lien de parenté? Et bien entendu, le couple va répondre par non. Les choses n'allaient pas très bien entre Steven et Katie avant leur arrestation. Mais ils continuaient tous les deux de crier leur amour au monde entier. Après leur arrestation, ils sont rapidement relâchés sous caution avec une interdiction de contact. Ici, on n'oubliera pas de noter qu'il a fallu quand même 2 signalements à la police de la part de Alyssa pour que ces derniers se bougent. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il faut attendre toujours les pires moments pour que la police se bouge parfois. Et ça, c'est vraiment triste. Et ce qui est dommage, c'est que ce genre d'erreur, on le voit dans plusieurs affaires. Donc j'ai l'impression qu'ils apprennent pas de leurs erreurs. Enfin bref, c'est vraiment dommage. Un jour, Kitty sort de chez sa belle-mère après une visite autorisée de son fils, et c'est là qu'elle a eu comme un déclic. Elle repart immédiatement à New York chez ses parents adoptifs. Pendant l'ordonnance judiciaire, Kitty décidera de retourner chez ses parents pour reprendre ses études. Elle voulait aussi trouver un boulot et récupérer la garde de son fils qui, en attendant, était chez la mère de Steven. À ce moment précis, elle n'a encore rien dit à Steven, mais elle doit le faire. C'est en avril 2018 qu'elle décide d'appeler Steven. Kitty brave l'interdiction de contact mise en place, appelle Steven et là, c'est le drame. Elle lui annonce vouloir tourner la page sur cette situation. Elle veut tout arrêter, divorcer, trouver un travail pour récupérer son fils Bennett, enfin bref, elle vide son sac. Steven va devenir fou furieux. Il va tourner en rond un bon moment et prend une décision gravissime qui va changer la vie de cette famille. Il appelle sa mère qui ne savait rien de ce que lui avait dit Katie. Et il lui demande s'il peut avoir son fils. Il lui dit qu'il doit le récupérer pour le ramener à Katie plus tard dans la journée. La grand-mère de l'enfant n'y voit aucun inconvénient. Là, on peut s'attendre au pire. Qui sait ce qu'il a dans la tête à ce moment précis? Steven arrive chez elle, boit son café, embrasse sa mère et emmène son fils. Ce sera la dernière fois qu'elle verra son petit-fils Bennett, parce que Steven avait déjà prévu de le tuer. Il emmène Bennett chez lui, reste avec lui quelques heures, puis d'un coup, l'étouffe avec sa couverture. Une fois son acte immonde fini, il le place dans une armoire et il s'en va. Il monte en voiture et roule, il roule encore et encore, jusqu'à atteindre le Connecticut. Il se souvient que la grand-mère adoptive de Katie habite par ici et qu'elle est très proche de sa petite fille. Il décide de se poster devant la maison de la grand-mère pendant des heures. Il savait que ce jour-là, Katie devait lui rendre visite, ça faisait partie des habitudes de la famille. La voiture du beau-père de Katie se gare, il voit sa femme et son beau-père entrer dans la maison. Puis seul dans sa voiture, il est à l'affût, il attend qu'ils sortent tous les deux pour en finir. Il les aperçoit se diriger vers la voiture, il monte dedans, et là il démarre sa propre voiture et se rapproche d'eux. Il se rapproche lentement, très lentement, et finit par s'arrêter. Assis sur le siège conducteur, il prend une inspiration, et boum! Il tire sur Katie et son père adoptif qui ne l'ont même pas vu venir et sont morts instantanément après les coups de feu. Quelques minutes s'écoulent et il réalise ce qu'il vient de faire. Il démarre en trombe et s'enfuit. Il est paniqué, il pleure et il crie. Il s'arrête au bord de la route, prend son arme, la pointe sur sa tempe et là, il s'arrête et il tire. Il se suicide après avoir tué 3 personnes. Son fils Bennett, Katie sa femme et à la fois sa fille, et Anthony le père adoptif de Katie. La police trouvera d'abord le corps d'Anthony et Katie dans la voiture devant la maison de la grand-mère. Ils font le tour du quartier, interrogent des témoins qui finissent par leur donner des indications sur le véhicule de Steven. Ces informations permettront de retrouver la voiture de Steven quelques temps plus tard. Par la suite, Alyssa va répondre à l'annonce de la mort de Katie, Bennett, Steven et Anthony. Je sanglotais, j'étais affaibli et j'avais l'impression de m'effondrer. Il était violent verbalement, émotionnellement et mentalement. Tout au long des 20 années que nous avons passées ensemble, je l'ai vu battre à chat presque à mort. Quelle pourriture, sérieux. Prendre la vie de ces pauvres innocents. Tuer son propre enfant, enfin ses 2 enfants. J'ai même pas les mots tellement ça me choque. Je vous jure, je suis en train de tourner cette vidéo et à plein de moments lors du tournage, j'ai des frissons. J'ai vraiment beaucoup de frissons. Steven était une personne très isolée de sa famille. Parfois il leur parlait et parfois il cessait de le faire sans raison. Il était isolé de ses amis aussi, qui pour la plupart étaient des amis en ligne. Il possédait beaucoup d'armes et il ne gardait jamais le même emploi. Il détestait travailler. Alyssa la mère finira par avouer après la mort de Steven d'avoir choisi de faire adopter sa fille parce qu'elle craignait pour sa sécurité, en lui faisant croire que c'était pour des problèmes financiers. Dès que Katie pleurait, il devenait nerveux et il m'ordonnait de la faire taire et si je n'y arrivais pas, il la plaçait dans la grande glacière que nous avions.
Je hurlais mais il riait. Quelquefois il fermait hermétiquement la glacière, sachant pertinemment que la petite pouvait mourir étouffée. Mais il n'était absolument pas déconcerté par ça. J'avais peur de m'éloigner, de le quitter. Je n'arrivais pas à partir. J'avais peur qu'il finisse par me tuer ou tuer Katie. Je n'ai pas pleuré les suicides de Steven, mais ça a été les montagnes russes émotionnelles depuis qu'on m'a appris tout ça. Et j'ai été dévasté par la perte de Katie, Bennett et Anthony. Mais c'est un tel soulagement de savoir que Steven est mort et de ne plus regarder derrière moi s'il est là. Pauvre femme qui a subi tant de malheurs, et ce jusqu'à la fin. C'est tellement triste. Ainsi se termine cette affaire sur Steven Pladle. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai réservé un bonus avec un Mogo Coffee Moment. Concernant cette affaire, le père était totalement tordu. La réaction de la fille quant à elle est très particulière, et je vous avoue que je suis perdu. Selon des études psychologiques, il a été démontré qu'un enfant, parent peut tomber amoureux à condition de ne s'être jamais connu. Ce qui est le cas des protagonistes de cette affaire. Katie avait été informée des mauvais traitements que lui avait infligé son père, et malgré tout, elle décide de faire des choses dégueulasses avec lui. Elle paraissait équilibrée mentalement sur les photos, mais quelque chose va faire qu'elle va totalement flancher. J'avoue ne pas comprendre les parents adoptifs aussi. Elle se marie avec son propre père et eux la laissent faire. C'est complètement absurde. Quand on regarde la photo de mariage, le sourire de la mère adoptive nous fait penser qu'elle est forcée, enfin qu'elle est gênée, c'est assez spécial, regardez bien. Regardez attentivement son regard. J'ai l'impression que c'est pas le même que sur les photos qu'on a pu voir. Kelly et Anthony ont accepté cette situation de peur que Katie ne les calcule plus. Alors ils ont tout fait pour qu'elle soit heureuse, mais c'était une erreur monumentale. Katie est partie à 20 ans, Anthony 56 ans et Bennett quelques mois. Paix à leurs âmes. Sur ce, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Je prendrai le temps de vous lire car j'ai envie de savoir votre avis sur cette affaire. Tout ce qu'on vient de voir est très choquant et j'ai besoin de votre point de vue. Enfin bref, il est l'heure du Mogo Coffee Moment et j'ai envie de vous parler d'un sujet particulièrement flippant. Donc fais-toi un café et écoute-moi attentivement parce que ce qui va suivre fait très peur. Let's begin. Bon déjà, si vous regardez et écoutez cette vidéo en pleine nuit, ce qui va suivre est totalement effrayant. On va parler de paralysie du sommeil. Grossièrement, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, imagine que tu sois allongé dans ton lit, sur ton dos. Tu dormais paisiblement quand tout d'un coup tu te réveilles, mais tu ne peux plus rien faire. Tu peux ni crier, ni parler, tu ne peux même plus bouger. Et bah grossièrement, comme je disais, c'est ça la paralysie du sommeil. Et elle est différente selon de nombreuses personnes. Certains vont voir des choses, des formes, enfin, plein de petites choses bizarres qui apparaissent. Sentir une présence dans l'obscurité qui ne quitte pas la pièce. Tu as l'impression que ça dure une éternité. T'es en train de vivre l'un des pires moments de ta vie. Certains ressentent même des étranglements. Ils se voient presque mourir face à cette expérience. Bien entendu, ce ne sont que des sensations et beaucoup en sortent avec des bleus qui viennent de nulle part. Mais heureusement, quasi tous les cas de paralysie du sommeil s'en sortent indemnes. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de ce phénomène bien particulier qu'on a tendance à oublier. Pour ma part, j'en ai jamais eu et j'espère sincèrement que j'en aurai jamais en fait. Que Dieu nous protège de ce truc parce que ça fait peur. Loin de moi la paralysie du sommeil. Je ne veux jamais te subir. J'en rigole mais c'est un rire nerveux parce que sincèrement ça fait peur ce truc. À ce jour personne ne sait vraiment d'où cela provient. Comme vous le savez, moi je suis musulman et pour beaucoup il s'agit de mauvais djinns qui viendraient perturber notre sommeil. C'est comparable à ce genre d'image. Vous êtes allongé et ce djinn maléfique vous empêche de respirer en vous écrasant fortement le torse. Oui c'est particulier et il faut y croire, mais se dire que c'est possible c'est effrayant. Sans plus attendre, je vous propose une immersion dans la peau d'une personne qui a subi ce genre de choses. Accrochez-vous bien pour ce passage à la fois particulier et perturbant. C'est parti. Concentré sur ma respiration, je ne pouvais plus exécuter la moindre tâche. Je pouvais me sentir comme étranglé autour de mon cou. Ma conscience disparaissait. J'ai pensé que je serais étranglé à mort, et il devenait inévitable que je mourrais. Je me suis dit que j'étais en train de mourir. Et je commençais à crier et à crier. J'étais dans mon lit et je voulais que mon oncle et ma tante se réveillent et viennent courir dans ma chambre pour m'aider. Je voulais qu'ils me viennent en aide et je voulais lutter contre cette chose qui m'attaquait dans mon sommeil.
Pour moi, c'était un djinn et rien d'autre. Habituellement, quand je tousse ou je parle, ils peuvent m'entendre, ou je peux les entendre tousser et parler dans leur chambre. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils ne reconnaissaient pas mes cris et mes appels au secours. J'ai essayé de me concentrer sur la pièce voisine, et j'entendais mon oncle et ma tante ronfler. J'avais beau crier, mais personne ne m'entendait. Personne ne m'entendait. C'est là que j'ai pensé que c'était une véritable attaque de djinn, et je devais faire quelque chose pour les combattre par moi-même, sinon je serais étranglé à mort. Mourir dans mon sommeil, c'était donc ça ma finalité. Après tout, si je dois partir, j'ai été heureux. Et j'ai réalisé certaines choses que je voulais. Si je meurs maintenant, je vais mourir avec un sourire sur mon visage. Mais pourquoi je devrais abandonner et perdre ce combat avec les djinns? Mon esprit est encore un peu conscient. Mais je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Et même si je pensais pouvoir le faire, et crier, il n'y avait personne au monde qui pouvait m'aider en ce moment. Pas même mon oncle et ma tante qui dormaient paisiblement dans la pièce voisine. C'est à présent mon tour de mourir. Il n'y a aucune chance que je reste en vie ou que je puisse combattre les djinns qui gagnaient la bataille. Ils étaient en train de me tuer, assis sur ma poitrine à m'étrangler à mort. Ma respiration s'arrêta et je pouvais encore penser. C'était la fin. C'était la fin. Je me sentais mourir. Il n'y avait rien d'autre à faire. C'est mon heure de mourir. Et je dois aller au ciel ou en enfer et rencontrer Allah, le Seigneur de l'univers. Je ne peux faire que ces dernières choses, répéter ces derniers mots avant ma mort. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je priais Dieu de me sauver. Lentement, je sentais ma poitrine devenir plus légère et que l'étranglement diminuait. Cela fonctionnait. Même si je meurs maintenant, je savais, si Dieu le veut, je vais aller au ciel. La ilaha illallah. Et cette fois, je n'ai même pas fini ma phrase que le djinn me laissa tranquille. La pression sur mon cou est retombée. Il n'était plus sur ma poitrine. J'ai respiré profondément encore et encore. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé à bouger et je me suis senti très mouillé. Tout mon corps était en sueur et ma respiration revenait à la normale. Et c'est là que je me suis dit, Alhamdulillah, je suis encore en vie, cela a marché, Dieu m'a sauvé. Bon, ici, j'ai essayé de vous faire vivre la situation d'un homme qui a visiblement vécu la paralysie du sommeil. Dans cette immersion, on a eu une approche plutôt religieuse, avec un homme qui s'est protégé de ce mal en priant Dieu. Certaines paroles et prières semblent le sauver de cette situation. Quand je vous dis que la paralysie du sommeil c'est extrêmement flippant, j'ai essayé de vous faire vivre le truc au maximum. Et encore, croyez-moi, c'est rien par rapport à plein de témoignages qu'on peut retrouver sur internet. Beaucoup de personnes sont touchées par ce phénomène et c'est assez étrange, faut l'avouer. Certains essaient de l'expliquer de manière scientifique, mais il y a très peu de solutions face à ce problème. Et pour beaucoup d'autres, et je pense notamment à ma religion musulmane, on se protège à travers la religion, le Coran et les textes sacrés, la prière, etc. Ainsi se termine cette petite bulle sur la paralysie du sommeil. En tout cas, j'espère que ce petit hors-série vous a plu. Mais à l'avenir, je pense qu'en faire une vidéo totalement dédiée avec des témoignages de personnes qui ont subi ça, ça pourrait être super intéressant, je trouve. En tout cas, j'attends vos avis concernant ce petit Mogo Coffee Moment. Et surtout, j'attends aussi vos avis concernant l'affaire Steven Pladl. J'ai envie de voir dans les commentaires votre point de vue. Et je prendrai le temps de tout lire comme d'habitude. Quant à nous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.